Allô à toutes avec un crise de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pantoute, c'est comme le fou rire interminable qui vous pogne à toi puis ta cousine pendant la messe de minuit. C'est pas d'adon. Aujourd'hui, on commence notre bloc de 2 épisodes sur la spiritualité, les croyances et le féminisme. On n'a pas une, mais 2 entrevues dans l'épisode d'aujourd'hui. On va d'abord explorer comment la foi et le féminisme peuvent cohabiter avec Dania Suleiman, qui est autrice du livre Malentendu, foi et féminisme, des droits réconciliables. Et on va ensuite parler de l'apport de la spiritualité dans la création et de réappropriation culturelle avec Katia Rock, qui est une artiste pluridisciplinaire inoue. Puis on va conclure avec une participation spéciale mais récurrente de Tout ou Pantoute revisité à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous fait triper bien raide puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre. Mm-hmm. On va commencer cet épisode-là drette là, à la vitesse où François Legault se met à bafouiller quand on lui fait remarquer que sa loi pour la laïcité est en fait une loi contre les minorités religieuses. Wow. François. Ici Alexandra Turgeon. Et Laurie Perron. Vous écoutez Tout ou Pantoute. Tout ou Pantoute. Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur 2 épisodes qui vont explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. Un des épisodes va être plus intello, recherche philosophique, remise en question de tout, et l'autre plutôt créatif, artistique, féerique. Aujourd'hui, on vous offre un épisode où nos 2 entrevues font se rencontrer un peu les univers créatifs et nerd philosophiques. Et juste une petite note, si jamais vous avez envie d'avoir encore plus d'épisodes de Tout ou Pantoute où on continue de parler de sujets similaires, ben vous pouvez considérer vous abonner à notre Patreon au patreon.com/toutoupantoute. Et vous pouvez, bien sûr, encore et toujours, juste nous écouter. C'est déjà tellement hot que vous nous suiviez, on est sur le cul. C'est vraiment hot. Merci. Avant de se lancer, je voulais faire une petite note ou mise en garde. Malgré notre désir d'inclusivité puis de précision, il n'y a aucun doute qu'il y a des tonnes de réalités, toutes plus nuancées les unes que les autres, qui vont être absentes de l'heure qui suit. On a choisi d'inclure 2 entrevues dans cet épisode-ci parce qu'on voulait essayer de montrer un échantillon peut-être plus grand d'un éventail presque infini de pratiques, de réflexions et de subjectivité par rapport aux religions et aux spiritualités. On voulait éviter de parler d'une seule réalité en lien avec les spiritualités en invitant une seule personne parce que aucune expérience est neutre ni absolue. On a voulu éviter d'opposer spiritualité et religion. Outre les visions de 2 invités, l'apport de Myriam Gabriel puis notre posture à nous, de non-expertes du sujet qui sont issus d'une réalité chrétienne, blanche, francophone et québécoise, mais il y a 1000 autres approches qui existent dans lesquelles peuvent se croiser, se combattre, se mêler ou se marier différentes spiritualités, religions et croyances. Donc, l'épisode qu'on vous propose, c'est vraiment une introduction à une réflexion sur ces thèmes. Dernière note, dans cet épisode, on va utiliser de façon un peu libre et peut-être pas très précise les mots religion, spiritualité, foi et croyance. Ça aurait été vraiment pertinent de passer du temps à définir et à explorer l'aspect plus conceptuel puis théorique de ces notions-là. Mais notre angle ici, dans cet épisode-ci, c'est surtout de laisser la place à la subjectivité de nos invités par rapport au thème, puis un petit peu à la nôtre aussi. On va vous laisser de la documentation à notre épisode si c'est quelque chose qui vous intéresse, toutefois, de creuser l'aspect plus conceptuel et théorique. Puis on tient évidemment à s'excuser pour notre utilisation peut-être un petit peu lousse de ces termes chargés. OK, on part. Là, pour faire changement, on s'avance aujourd'hui en terrain glissant, miné et en dehors de notre zone de confort. Je dis en dehors de notre zone de confort parce que ni moi ni Laurie, on se considère comme des personnes croyantes. Pourtant, on a grandi toutes les 2 dans un environnement relativement catholique. On a fait des cours de catéchisme à l'école puis à l'église. Puis Laurie, t'as joué de la musique à l'église, il me semble? Oui, puis j'ai lu à messe, j'ai servi à messe, j'ai chanté dans les messes de minuit jusqu'à il y a vraiment pas longtemps. Fait que oui, j'ai gravité là-dedans en masse.
Puis, tu sais, il n'y a pas de doute que les valeurs chrétiennes, puis particulièrement catholiques, ont teinté notre éducation puis notre sens de la morale, comme probablement une bonne partie d'entre vous qui nous écoutez si vous êtes passé par le même système d'éducation dans à peu près les mêmes années. Genre, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain. Comme toi-même. Mais en tant qu'adulte, pour nous, mettons, la foi religieuse puis la pratique religieuse, ça fait pas nécessairement partie de notre quotidien. Puis en ça, tu sais, on suit la norme. La société québécoise actuelle est quand même en rejet pas mal assumé de la foi religieuse. C'est pas vraiment à mode, pour le dire légèrement, de s'assumer comme personne croyante en ce moment au Québec. Dépendamment de votre âge puis de votre pays d'origine, ça se peut que vos parents, vos grands-parents ou vous-même, vous ayez connu la Révolution tranquille au Québec, où les Québécois, Québécoises ont rejeté l'ingérence de l'Église catholique dans la vie privée, dans la vie politique. Ce mouvement-là, il était d'abord politique, mais il a aussi amené un changement de mœurs sociales. Puis il y a bien des Québécois, Québécoises qui ont mis la foi catholique derrière elles. Mais pas tout le monde, évidemment. Puis d'ailleurs, les personnes issues de l'immigration, les personnes qui vivent ailleurs au Canada, ont pas nécessairement ce bagage traumatisant-là de l'Église catholique qui vient les hanter dans leur chambre à coucher. Fait qu'ils peuvent avoir une vision vraiment différente de la façon dont la religion peut faire partie de leur quotidien sans que ce soit une agression ou sans que ça soit difficile. Puis d'ailleurs, pour les personnes autochtones, le rapport à la spiritualité et une potentielle séparation entre la spiritualité puis la vie publique, mettons, ou la vie professionnelle ou la vie tout court est vraiment différente que dans la religion chrétienne. Fait que c'est un peu tout ça qu'on veut explorer aujourd'hui. Là, je vais pas donner l'impression qu'on nie les horreurs puis les violences qui ont été commises au nom d'une religion ou d'un dieu dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça serait bien malaisant de la part d'un podcast queer féministe de passer sous silence les horreurs, dont notamment parce qu'on parle de nous. L'Église catholique a été l'autrice des pensionnats autochtones, aux thérapies de conversion, en passant par les campagnes anti-avortement qui ont lieu encore aujourd'hui régulièrement. Le fondamentalisme religieux peut vraiment briser des vies et le fait. Mais bref, comme je disais, on n'est pas des personnes croyantes nous-mêmes. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment laisser la place à nos invités. Plus tard dans l'épisode, Laurie va parler avec Katia Rock, qui est une artiste Innu qui était de passage à Trois-Pistoles cet automne. Mais avant ça, je vais vous présenter tout de suite mon entrevue avec Dania Suleiman. Dania Suleiman est née à Montréal, d'une mère québécoise francophone puis d'un père érythréen anglophone. Et elle est titulaire d'une maîtrise en droit international. Elle est avocate de formation, puis elle habite maintenant à New York. Elle vient nous parler de la recherche qu'elle a faite pour son livre « Malentendu, foi et féminisme, des droits réconciliables ». Dania Suleiman, allô, bienvenue à Toutou Pantoute. Merci. Pour que nos auditeuristes comprennent bien, en fait, ton expertise, puis pourquoi on se parle aujourd'hui, j'avais le goût que tu nous parles de la démarche autour de ton livre, en fait. Dans le fond, pourquoi tu as décidé de t'intéresser aux liens entre les féminismes et la religion, puis pourquoi, plus particulièrement, tu as décidé de t'y pencher sous l'angle du droit, puis de la justice en particulier? J'avais l'impression que la religion ou les religions étaient comme le seul espace où on n'accordait pas cette légitimité aux femmes de pouvoir faire des choix religieux féministes. Lorsqu'une femme faisait un choix religieux, et dans le cas du Québec, le choix religieux d'une femme qui vient vraiment créer des réactions, c'est de porter le voile islamique ou de porter le niqab, pour le nommer. On voyait énormément de femmes féministes et de féminisme, de cercle féminisme, vraiment être incapables de reconnaître que ça pouvait faire partie de l'ordre de la multiplicité des choix qu'une femme peut poser dans sa vie, qui soit un choix féministe. Ouais. Surtout que moi-même, plus jeune dans ma vie, j'ai été beaucoup plus pratiquante et religieuse et également féminisme. Donc, d'un point de vue situé personnel, j'arrivais pas à me reconnaître dans ce discours-là qui voyait toujours une relation antagoniste entre la religion et le féminisme. Et la raison pour laquelle j'ai décidé entre autres, de l'analyser d'un point de vue juridique, c'est que, évidemment, lors des discussions, de débats de société au Québec, quant à la Charte des valeurs québécoises, énormément de juristes
sont sortis avec cette espèce d'expression de tension irréconciliable entre l'égalité des sexes et la liberté de religion, avec pour prémisse un peu que la liberté de religion, les religions, c'est un obstacle fondamental à l'avancement des droits des femmes. Et donc, que cette tension était irréconciliable. Et donc, il fallait faire un choix, à savoir, dans la primauté des droits, est-ce que l'égalité des sexes devait avoir préséance sur la liberté de religion? Et moi, je trouvais que c'était très simpliste comme angle. Mais je trouve ça tellement un pied de nez quasiment parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup mobilisé dans les discours que justement qu'il y a des tensions irréconciliables entre le droit à la religion puis le droit des femmes. Mais je trouve ça super parce que toi, t'as comme fait, OK, ben on va aller voir. Exact. On peut-tu aller voir? Puis c'est aller vérifier à la source en fait. Exact. Puis d'autant plus que dans ton livre, tu le dis, entre 2013 et 2019, il y a 3 lois ou projets de loi qui ont été déposés ou approuvés au sujet de la liberté de religion, souvent pour la réduire, en fait, pour l'en contraindre. Puis chaque fois avec cet argument-là de protection des droits des femmes dans la petite poche de chemise des politiciens. Cet argument n'est pas factuel et c'est ça que j'ai voulu aller faire avec ma recherche, c'est d'aller voir vraiment dans les décision canadienne, est-ce qu'il y a cette tension irréconciliable entre l'égalité des sexes et la liberté de religion? On fait une espèce d'amalgame comme quoi ces projets de loi-là sont censés venir protéger les femmes. Exact. Alors qu'on vient brimer leurs droits et on vient même retirer leur gagne-pain. Tu sais, je veux dire, avoir accès à un emploi et à un gagne-pain, ça a été probablement un des facteurs les plus émancipateurs pour une femme parce qu'elle pouvait faire des choix indépendants de son contexte domiciliaire, que ce soit un mariage, une résidence, etc. Donc moi, je trouve ça affreux que pour certaines femmes dans notre société québécoise et pour certains hommes également qui veulent certainement pratiquer leur religion et porter un symbole religieux, qui sont confrontés à des énormes questions et finalement possiblement ne pas pratiquer leur profession et on leur retire une carrière et un gagne-pain. On est assez d'accord. J'ai l'impression que tu as dit que ces discours-là puis ces actions-là visent beaucoup les religions minoritaires. Bon, t'en as nommé quelques-unes en particulier, beaucoup la religion musulmane, c'est les femmes musulmanes qui portent le foulard en particulier. Puis j'ai l'impression que tout ça, c'est comme vraiment empreint de peur, tu sais, comme ça part d'une anxiété puis d'une peur, tu l'as dit un peu tantôt. Est-ce que t'as une idée de quoi la société québécoise comme catho, laïque a peur, dans le fond? Ouais, bien évidemment, c'est sûr que on peut pas ignorer la Révolution tranquille, la présence de la religion catholique sur les Québécoises et les Québécois, et ils se sont affranchis de la religion catholique, mais dans son emprise négative, évidemment. Là. Ouais. Évidemment, il y a cette affirmation que jamais on va retourner jamais on va recréer une société dans laquelle une religion ait autant de pouvoir dans la vie personnelle des personnes, dans la vie publique des personnes, dans les institutions publiques et également dans la politique en général. Et je pense qu'en faisant ce choix-là, évidemment, il y a une nuance qui a été échappée dans lequel on attribue nécessairement ce vécu collectif que les Québécoises et Québécois ont vécu jusqu'à la Révolution tranquille et on l'impose dans les nouvelles communautés immigrantes religieuses. C'est ce qui nous donne la perception que des lois comme la loi 21, elle est nécessaire pour préserver la laïcité au Québec parce que il y a une peur qu'il va y avoir une remontée du religieux qui fera en sorte que nos institutions publiques soient dominées par les religions, alors que c'est zéro factuel. Ouais. Je veux dire, c'est aucunement démontré que c'est le cas. Et je pense que nos institutions, à ce moment-ci, sont protégées et font preuve d'une impartialité et ne sont pas dominées par le religieux ou par une église ou par un temple ou par une mosquée. Ça m'habite tellement ces réflexions-là, puis on dirait que j'avais jamais pensé à l'apport évidemment, l'apport du traumatisme, tu sais, c'est évident, mais le transfert, dans le fond, de ce traumatisme-là, depuis les Québécois, Québécoises catholiques vers
les autres communautés religieuses est assez flagrant, en fait. Ouais, absolument. C'est un peu quasiment... je sais pas, je trouve que ça fait quasiment un parallèle avec des relations interpersonnelles aussi, où une personne qui a vécu un traumatisme va le transférer plutôt que de le régler puis de le vivre soi-même, tu sais. Mm-hmm. Puis là, ben tu t'as glissé un peu des petits éléments de réponse dans dans ce que tu as dit plus tôt, mais j'ai le goût que tu nous parles en fait de ce que tu as appris en faisant ta recherche puis de tes constats. Je sais qu'on va pas sortir de cette discussion aussi avec une réponse super catégorique, mais dans le fond, selon ton observation de la jurisprudence puis de la loi canadienne, est-ce que on peut allier féminisme et religion ou sont-ils mutuellement exclusifs? Et j'ai été regarder le plus de jugements possible. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait des deux. Il y avait autant des jugements dans lesquels il y avait une question de tension entre une partie qui revendiquait sa liberté de religion et une autre partie qui revendiquait des principes d'égalité homme-femme. Ouais. Tout comme il y avait des jugements où une même partie revendique les deux droits en même temps. Ouais. Et ce que j'ai remarqué, en fait, et je pense que ça a été comme ce qui m'a le plus étonnée, c'est que les cours canadiennes, et avec raison, dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agissait d'une confrontation entre l'égalité des sexes et la liberté de religion, elle a toujours trouvé un moyen pour protéger le droit des femmes. Parce que elles étaient dans un état de vulnérabilité, que ce soit la question de la polygamie en Colombie-Britannique, que ce soit la question du divorce religieux juif, le guet dans lequel l'homme juif, dans leurs termes religieux, là, je dis pas dans les lois canadiennes, évidemment, que c'est pas le cas, mais dans les lois judaïques, c'est l'homme qui donne le divorce de manière unilatérale. Même à ça, la Cour suprême a tenté de protéger le droit de la femme juive, même si c'est un litige purement religieux. Et je peux en nommer d'autres dans lesquels et que ce soit même des questions d'avortement, un homme chrétien qui voulait manifester devant des centres d'avortement parce qu'il revendiquait sa liberté de religion, parce qu'il croit que dès la conception, le fœtus a une vie, etc. Non, la Cour canadienne a protégé le droit des femmes. Par contre, dans les cas où c'était une même partie qui revendiquait autant sa liberté de religion que son égalité des sexes, non, c'est pas le cas. Bien souvent, la femme perdait, en fait. Entre autres, les jugements les plus récents, Hack contre Québec, où c'est une étudiante en enseignement qui va, si elle n'a pas déjà gradué, mais à l'époque, elle allait graduer pour devenir enseignante, et elle était confrontée à un choix hyper difficile qui est celui de devoir enlever son voile si elle veut finalement pratiquer sa profession. Et elle, en tant que partie, elle revendiquait autant sa liberté de religion de pouvoir porter le voile, mais autant elle revendiquait son droit à l'égalité au même titre que ses consoeurs et confrères dans le domaine de l'enseignement, de pouvoir travailler au même titre qu'eux. À 2 juges contre 1, on a décidé de maintenir en place la loi 21, alors que 2 juges avaient reconnu les effets préjudiciables immédiats sur les femmes musulmanes. Donc, quelle est la justification après? Je veux dire, la Cour est censée être le dernier ressort contre un gouvernement majoritaire pour protéger les droits des minorités. C'est les raisons pour lesquelles on a décidé d'adopter des chartes comme la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que la Charte québécoise des droits et libertés, enfin bref. Puis je pense que si on regarde le cas de NS contre Colombie-Britannique, il me semble, ça c'est un autre cas où une même femme revendiquait son droit de pouvoir porter le niqab, qui était son choix religieux, tout en témoignant contre son agresseur sexuel. Et la Cour suprême du Canada, qui aurait pu avoir une sensibilité et se dire que c'est tellement plus important d'offrir un espace alternatif aux femmes, de pouvoir témoigner dans des conditions peut-être un peu
non normative, donc que ça soit dans une chambre à part, que ça soit en portant un voile, que ça soit un voile intégral qui couvre son visage, qui était le cas de NS à l'époque. J'ai seulement eu la juge Abella. Elle a eu vraiment un jugement genré et féministe. À part la juge Abella, non, la Cour suprême du Canada a juste émis un test qui a été renvoyé au juge de la première instance. Il a répondu à ce test-là. Il a dit, bon, ben moi, j'en viens à la conclusion que tu dois enlever ton niqab si tu veux témoigner contre ton agresseur. Elle a retiré sa plainte. C'est affreux. Mais oui. Les tribunaux canadiens ont tellement une sensibilité, une intelligence émotionnelle quand ça vient aux droits des femmes, mais quand ça vient à une même partie qui revendique les deux, il y a quelque chose qui manque. Pour moi, je pense que ça a été ça mes plus grandes déceptions, en fait, en faisant mes recherches sur cette espèce de tension entre liberté de religion et égalité des sexes. Je m'en vais un peu ailleurs, mais je me demande, tu sais, tu nommes dans ton livre aussi que c'est une réflexion, c'est des discussions qui sont quand on les aborde, surtout théoriques puis émotives. Puis je me demande quand on parle, parce que j'ai l'impression qu'on met beaucoup dans le même panier les institutions religieuses puis la foi ou les croyances religieuses. Tu sais, quand on parle de tension, de tension réconciliable ou irréconciliable entre le féminisme puis la religion, est-ce qu'on devrait séparer les institutions religieuses, justement, puis les croyances? Par exemple, tu sais, pouvoir parler de la foi catholique sans parler du Vatican puis du pape, ou pouvoir parler de la foi musulmane sans parler de certaines structures institutionnelles en particulier. Ce qui est beaucoup le cas, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, évidemment qu'il y a la question de la croyance intime, et il y a la foi, et il y a les institutions qui viennent avec, qui des fois ne reflètent pas les valeurs de cette foi-là. Donc, manque de justice, manque d'égalité. Et certainement, je pense, pour humaniser les personnes religieuses, on peut les voir en rapport avec leurs valeurs personnelles et leur foi et leurs croyances, et non nécessairement les associer automatiquement à une institution avec laquelle on est complètement en désaccord. Et je pense que souvent, que ce soit religieux ou religieux, on porte en nous des valeurs humaines qui sont très belles. Et je pense qu'on est capable de retrouver des points en commun si on se rattachait à ces principes de ta foi, elle est dans quoi? Ou tes valeurs, quelles sont tes valeurs, en fait? Et beaucoup moins, ok, tu pries à telle église ou telle mosquée, ou t'écoutes tel prêtre ou tel imam, ou tu vas à telle synagogue, et moi, je suis complètement en désaccord, donc je te vois comme une personne qui est un problème, tu sais, pour l'avancement du droit des femmes. Donc oui, absolument, je pense que faire une distinction entre les institutions et la foi est une étape qu'on pourrait faire collectivement pour humaniser l'autrui. Tout à fait. Pour terminer, j'avais le goût de pousser la réflexion un peu, mais en fait, vraiment en lien avec la conclusion de ton livre, avec laquelle je suis, mon Dieu, mais tellement d'accord. Merci. Tu parles, dans le fond, t'esquisses l'argument selon lequel, tu sais, oui, il y a des normes patriarcales qui peuvent être véhiculées ou qui peuvent profiter de certaines traditions religieuses, par exemple, ou de certaines institutions religieuses, même de certaines religions, carrément. Mais le patriarcat est pas exclusif aux religions, puis il est surtout pas exclusif aux religions minoritaires. Puis tu dis, en fait, que le fait de scruter les faits et gestes des religions minoritaires ou des personnes religieuses, membres de religions dites minoritaires, pour y chercher les inégalités par rapport au féminisme, par exemple, mais en général, sans regarder le reste de la société, mais c'est complètement pas juste, puis c'est même nuisible. Puis je me demandais si tu avais le goût de nous parler un peu de ta réflexion par rapport à ça. Le féminisme, quand c'est devenu quelque chose de beaucoup plus présent, dominant dans notre société, je pense que entre autres,
elle s'est imposée dans tous les espaces, mais également dans les espaces religieux. Mm-hmm. Et je pense qu'énormément de femmes se sont posées des questions si dans leurs espaces religieux ou dans leurs pratiques ou dans les interprétations de leurs textes sacrés, s'il n'y avait pas à revoir également une des interprétations et des rituels et des pratiques excessivement patriarcales et misogynes également. Et je pense que ça l'a permis de créer à l'intérieur et je dis pas que c'est en ce moment le statu quo. Il y a énormément de travail à faire à l'intérieur des espaces religieux, mais je veux dire, ça l'a débuté. Ouais, ça existe. Mais oui, ça l'a permis une certaine éclosion à ce que les femmes se réapproprient ces espaces-là, ces textes-là, qui révisent également les pratiques religieuses, à savoir est-ce qu'elles veulent les réinterpréter ou carrément avoir une scission complète avec un rituel qu'elles considèrent sexiste, par exemple. Ouais. Mais en faisant ce travail de l'intérieur, elles sont aussi venues confronter le féminisme blanc occidental qui avait tiré une croix complète sur la religion. Et donc, ces femmes-là, féministes religieuses, elles-mêmes également, je pense qu'elles viennent un peu déstabiliser les féministes occidentales blanches religieuses qui étaient sous la perception qu'il y avait aucune réconciliation possible et que le religieux fait partie d'un système archaïque et anti-moderne, hyper traditionnaliste et conservateur, et que tout était à rejeter. Et je pense que c'est là où j'entrevois une relation circulaire dans laquelle les féministes, que ce soit occidentales ou radicales ou whatever, sont venus, tu sais, en ayant une éclosion dans laquelle le féminisme s'est répandu un peu partout dans les sphères de la société, c'est venu retravailler les espaces religieux. De là, en sont sorties énormément de femmes religieuses féministes, mais qu'elles, à leur tour, viennent également confronter les limites de ce féminisme blanc occidental. Et je pense que l'un apprend de l'autre. Et c'est là où je vois une relation circulaire dans laquelle c'est pas une relation de enseignant-étudiant. Alors qu'on est les deux des étudiants et on apprend à mieux faire vis-à-vis de l'autre, finalement. Et c'est là où moi j'entrevois une relation circulaire entre les deux. Merci beaucoup, Dania Suleiman, pour cette entrevue que j'ai vraiment trouvée intéressante. J'espère que vous aussi, Laurie. Comment tu te sens? Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vraiment trouvé intéressant le moment où vous parliez des fondements, de la peur des Québécois, Québécoises face à toutes les autres religions. Parce que moi, je m'étais jamais rendue, en fait, à questionner justement les raisons qui motivent cette peur-là. Je trouvais que c'était, vraiment éclairant sur ma propre culture ou une partie que je connaissais pas, tu sais, au final. Mais ça montre les angles morts qu'on peut avoir par rapport à notre propre histoire puis à notre propre aussi présent, là, puis rapport à ce sujet-là. Tellement. Puis, avant de passer à notre deuxième entrevue, j'ai le goût justement de continuer un peu sur cette réflexion-là parce que, d'après moi, c'est comme le cœur de qu'est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse puis qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne un peu, là. Si ça vous tente de continuer à réfléchir à ça, là, je vais mettre plein d'ouvrages dans les notes d'épisode. J'ai beaucoup lu pour cet épisode-là. Des livres comme Féminisme islamique de Zahra Ali, Femmes, Islam et Occident de Ozir Glacier, puis Spiritualité féministe de Denise Couture. C'est tout un courant de théologie anti-oppressive, c'est-à-dire des féministes religieuses pratiquantes qui réfléchissent avec une posture critique là, à la façon dont leur religion peut faire une plus grande place aux valeurs d'équité, aux valeurs féministes, notamment en déconstruisant puis en reconstruisant certains symboles religieux, genre le symbole de Marie, qui est quand même un symbole de féminité soumise à un ordre patriarcal. Ben, tu sais, il y a plein de féministes chrétiennes qui l'ont déconstruit puis reconstruit comme une femme, tu sais, en pleine possession de sa sexualité, puis tu sais, un symbole tout autre, finalement, ou en remettant certains écrits, par exemple la Bible, le Coran ou la Torah dans leur contexte pour refaire une autre lecture de ces écrits-là qui datent des millénaires, finalement. Fait que c'est vraiment pertinent puis intéressant. C'est clair. Puis il y a aussi tout un mouvement décolonial de réappropriation des pratiques ancestrales chez plusieurs communautés autochtones. Un processus qui est autant collectif qu'individuel, qui prend vraiment de plus en plus de place, et c'est tant mieux. Puis ces mouvements-là sont souvent accompagnés d'une réflexion puis d'une réappropriation d'une
spiritualité qui a été étouffée par la colonisation. Puis on va en parler plus dans quelques minutes, mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, je pense que douter du fait qu'on peut allier féminisme et religion, c'est remettre en question toutes les féministes religieuses qui existent, puis qui ont existé, puis qui font un travail super important, ou douter du fait que on peut être une personne croyante, une personne qui a la foi, puis être une personne antiraciste, tu sais, être une personne qui travaille dans un mouvement décolonial. Ça se peut pas, c'est nier l'existence de ces tonnes de personnes-là qui sont super en pleine possession de leur réflexion, puis c'est souvent teinté de petites doses de racisme puis de classisme aussi, là. Notre espèce de remise en doute de tout ça, puis c'est important de souligner ça puis de s'en rendre compte, je pense. Ben oui, parce que de toute façon, on fera pas à croire que, même pour les plus athées d'entre nous, là, au final, c'est une croyance pareille, tu sais, oui. de croire qu'il y en a pas de Dieu, qu'il y en a pas d'entité suprême ou de l'absence de foi. Ça, moi, je considère qu'il y a quand même une part de croyance là-dedans. Puis, ben, si nous autres on considère qu'on peut être féministe avec ces croyances-là, pourquoi pas les autres, tu sais. Excellent point. Puis, on parle full de changements systémiques dans tout. Puis là, c'est quand même des changements intimes et personnels de mindset, là. Mais je pense qu'on a vraiment du travail à faire là-dessus en tant que féministes. Ben là, nous, on est des féministes blanches, mais c'est vraiment entre autres, un problème de féminisme occidental, là, de remettre en question le fait que ça peut aller de concert, en fait, là, foi et féminisme, ou foi et militance, mettons. Ouais. Puis, en tout cas, je veux prêcher par l'exemple un peu. Prêcher. En disant que j'ai dû me confronter à mes propres préjugés en préparant l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les discours de la CAQ au sujet du port religieux. Fait que j'ai full lu dans les dernières années sur les discriminations que vivent les personnes musulmanes, en particulier les femmes qui portent le foulard. Tu sais, j'ai aucun problème à considérer qu'une femme musulmane qui porte le foulard peut être une femme féministe. Mais j'ai lu un livre écrit par une professeure de théologie retraitée qui est féministe, puis qui est chrétienne, puis qui est blanche. Puis je me suis rendu compte que j'approchais son travail à elle avec énormément de doutes. Puis je voulais vraiment qu'elle me convainque que ça se pouvait être une femme retraitée, donc d'un certain âge, blanche, chrétienne et féministe, vraiment ouverte. Puis j'en parle parce que je pense que c'est important de se watcher les préjugés, puis que c'est bon de les confronter quand on le voit apparaître. Puis c'est bien correct, mais c'est ça, faut faire attention. Mais en plus, c'est tellement ancré dans ce que Dania soulevait dans l'entrevue, tu sais, au niveau de notre détachement de la chrétienté puis du catholicisme. Oui, en particulier. Tu fais bien d'en parler. Oui, j'étais pas fière. Puis je pense que, bon, tu sais, individuellement, il faut qu'on check les préjugés, comme je disais, mais systémiquement, puis socialement, comme Dania en parlait un peu, il faut qu'on modifie les choix qu'on offre aux personnes croyantes. Tu sais, qu'est-ce qu'elle disait que dans la loi, puis j'ai beaucoup lu ça aussi dans les autres livres que j'ai lus. En ce moment, quand des féministes tentent de réformer quelque chose en lien avec leur religion, de le critiquer, les choix qu'elles ont, c'est accepte tout, reste dans une communauté religieuse et fais exactement ce qui t'est demandé, ou quitte ta religion si t'es pas contente, tu sais, convertis-toi à une autre religion, ou tu sais, abandonne ça, mais c'est pas suffisant, tu sais, c'est possible, puis c'est ça que je pense qu'il faut comme qu'on se rende dans la tête un peu, moi y compris, qu'on puisse à la fois être dans la contestation puis dans la croyance, croire en quelque chose puis quand même vouloir l'améliorer de l'intérieur sans être obligé de le rejeter à 100%. Puis c'est fou l'important de comprendre ça parce que sinon, la religion est laissée aux conservateurs puis aux craqués fondamentalistes, antiféministes. On veut pas ça. Puis là, ça nous amène à notre prochaine entrevue, Laurie, dans notre vision de la spiritualité, avec l'entrevue que tu as préparée. Veux-tu nous la présenter? Comme tu le disais en introduction d'épisode, on a eu la chance de croiser la route de Katia Rock à l'automne dernier. Puis c'est vraiment génial parce que cette entrevue-là, selon moi, c'est un petit bijou, là. Katia, elle a une expérience artistique impressionnante. Elle a 25 ans de carrière, c'est pas rien. T'es à la fois autrice, compositrice, interprète, chanteuse, comédienne, conteuse. Elle est Innu, originaire de la communauté de Maliotenam sur la Côte-Nord. D'ailleurs, elle prépare un album dont la sortie est prévue en 2022, cette année. Fait qu'on l'attend avec impatience. Mais d'ici là, donc, dans l'entrevue, on a discuté de son art, de son rapport à la spiritualité, de réappropriation culturelle, mais en mélangeant tout ça, tu sais, parce qu'au final... Ouais. La spiritualité, ça va teinter toutes les facettes de nos vies, dont la création artistique. Fait que je vais me la fermer, comme on dit, et on va l'écouter. À toi, Katia.
Allô Katia, merci d'avoir accepté mon invitation. Question que nos auditeuristes apprennent à te connaître tranquillement. Je sais pas si tu pourrais peut-être nous faire un petit topo de ton parcours artistique. La musique a toujours fait partie de ma vie, depuis le plus jeune que je peux me souvenir. Puis à l'époque, j'aimais beaucoup entendre les chants à l'église, parce qu'on était obligé d'aller à l'église, tu sais. Puis j'y allais, puis la seule chose qui me faisait aimer ça, aller être là, c'était les chants. Les chants se sont transformés avec le temps, parce que quand les missionnaires sont arrivés, ils ont repris ces chants-là, puis ils les ont modifiés pour les adapter aux églises. Ils ont enlevé plein de mots, plein d'histoires là-dessus. Il y avait des chants pour chaque situation, chaque événement, chaque cérémonie. Fait que le chant est vraiment venu me chercher après le rêve au tambour. Le rêve au tambour m'a vraiment plongé millimètrement dans ma culture. Je suis partie de ma communauté, j'ai eu 14 ans, je suis arrivée à Montréal, puis j'ai voulu vraiment parfaire le domaine des arts. Plus tard, je suis rentrée comme comédienne, où j'ai pu canaliser mon esprit, mon corps et mon émotionnel ensemble et d'essayer de brancher la musique avec le théâtre et d'être le plus vrai possible à l'intérieur de moi. Le conte est arrivé beaucoup plus tard, mais le conte, ça fait environ une quinzaine d'années que je tourne autour des festivals de conte en tant que chanteuse toujours. Puis à un moment donné, j'ai eu ce déclic-là. Il faut que je plonge parce que je me sens dans l'urgence de consulter les aînés, d'aller à leur rencontre. Je rentre chez un aîné, je lui demande « Est-ce que tu es prêt à me livrer ce que tu veux aujourd'hui? » là, tu sais. On fait pas de rendez-vous, on fait pas de timing, on pose pas de questions, on écoute. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe chez nous, on écoute. Si tu te trompes, ben là, tu vas avoir une petite taloche sur l'épaule ou sur le derrière de la tête pour dire non, c'est pas ça. C'est quand tu dépeces un animal, quand tu apprends. Je suis allée à l'école, j'ai eu beaucoup de difficultés. Puis là, il y avait une classe spéciale qui était organisée pour les jeunes en difficulté comme moi. Et moi, je montais dans le territoire. Fait que j'ai eu cette chance-là de rentrer dans le territoire, d'installer du piégeage, de dépecer les animaux, d'entendre les histoires. Ma vie, en général, quand je la regarde, j'ai toujours été connectée dans le territoire et dans le monde de la ville. Et mon cheminement m'amène vraiment à essayer de combiner tout ça. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, Katia? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? T'sais, comment veux-tu qu'on se souvienne, pas en se pétant les bretelles, mais juste dire, j'ai apporté quelque chose. Je chante dans ma langue parce que ma langue est en train de disparaître. J'amène une histoire qui n'a jamais été sur la scène québécoise dans l'industrie, là, tu sais. Parce que le conte chez nous, c'est pas un spectacle, c'est une transmission. Tu le fais avec honneur et tu écoutes avec ton cœur ouvert, grand comme l'univers, tu sais. Fait que là, je me retrouve de l'autre côté, je m'en vais consulter les aînés, je reviens sur la scène, puis j'ai ce mélange-là un peu dans ma tête de pas faire trop d'éclairage, de pas faire trop de flafla, parce que la parole qui m'a été contée sur le bord d'une cuisine. Tu sais? Puis il y a ce respect-là. Dernièrement, je suis allée, on m'a raconté l'histoire des raquettes qui m'a bouleversée encore. Ça me bouleverse. Chaque sujet que les aînés me racontent me bouleverse parce que c'est un univers infini. Et je me sens honorée de rentrer chez ces aînés-là puis de leur demander quoi de mon de me raconter une histoire. Là, t'sais. Le rêve chez nous est très important. C'est celui qui te guide.
Et si tu es en connexion avec ton esprit, avec ta spiritualité, avec ce que tu vis dans le moment présent, si tu ne l'as pas rêvé, tu ne dois pas le faire. Tout est transmis dans nos rêves ou dans nos rêves éveillés. Tu sais, des fois, on est dans la lune, puis pouf, il y a une idée qui nous vient, tu la prends, puis tu essaies d'être en harmonie avec cette idée-là. Des fois, on a des questionnements dans la vie. Je suis pas ésotérisme machin, mais il y a une part de moi qui s'en va dans ça. Dans l'histoire de Raquette, anciennement, c'était réservé aux hommes, aux grands chasseurs, aux chamans. Il y avait des femmes qui étaient spécialisées dans un certain tressage. Souvent, la femme faisait la paire de raquettes dressée de cette technique-là, puis l'offrait aux grands chasseurs. Si par malheur, tu l'offrais à un autre qui n'était pas en union avec le territoire et les animaux et les esprits, à ce moment-là, cette personne-là pouvait disparaître comme par magie sans laisser de traces dans la neige. Puis la femme pouvait disparaître aussi si c'était pas de bonne intention. Donc, tu ne peux pas faire aujourd'hui de raquette si tu ne l'as pas rêvé et si tu ne peux pas l'offrir à un grand chasseur qui est dans le respect dans toutes les sphères avec le territoire. Fait que je me sens privilégiée dans tout. Puis quand des festivals comme le Festival des Grandes Gueules à Trois-Pistoles m'invitent, tu sais, je me sens pas conteuse professionnelle comme les autres. Parce que peut-être que ma culture à moi, c'est pas un spectacle. C'est une chose juste à raconter. Puis j'essaie de le faire du mieux possible en étant le plus vrai avec moi, tu sais. Mais ça me fait me demander, pour toi, quand t'écris, mettons, dans ton processus, pour qui tu écris? Qui t'as en tête? Est-ce que t'écris pour toi-même? Est-ce que c'est pour léguer à quelqu'un? En 2008, j'ai reçu une bourse. Dans cette bourse-là, j'expliquais que je voulais aller à la rencontre des aînés. Ça a été mon premier pas vers les aînés. Puis, je suis allée dans un rassemblement d'aînés. À chaque année, il y a des rassemblements d'aînés qui se déplacent de communauté en communauté. Puis, c'est à peu près de 350 personnes dans un campement. Puis, c'est comme si tu rentrais dans un village d'époque. Fait que là, je suis allée me présenter à tout le monde. Je dis bonjour, je m'appelle Katia, je viens vous enregistrer. S'il y en a qui veulent pas, c'est pas grave, mais je vais être contente si vous voulez. T'sais. Je suis allée rencontrer un aîné. La première entrevue, quoi de mon home? Est-ce que tu peux me raconter une histoire? Il me dit, t'es qui, toi? 1, tu parles mal ta langue. 2, si je te raconte mon histoire, tu comprendrais rien. Hey, ça m'a pris d'un poumon. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, moi, je pensais que ça allait se faire tranquillement. Puis, tu sais, vraiment comme une rivière, là, tu sais. Mais non, fait que là, je l'ai regardé. J'ai dit, mon si tu me transmets pas à moi ce que t'as vécu, ce que t'as vu, ce que t'as entendu, est-ce que tu le fais à tes garçons au moins, à tes enfants? Si tu pars, qu'est-ce qui va rester de toi, de ton parcours? Moi, j'ai dit, c'est ça que j'aimerais. J'ai dit, si tu veux pas me partager, je respecte ça. Si tu veux, je vais m'asseoir puis je vais t'enregistrer. J'ai dit, je te souhaite une bonne journée. Puis là, tout le monde, tous les autres aînés qui étaient autour sont partis à rire puis ont dit, elle vient de te... Fait que là, il m'a regardé puis il m'a dit, assis-toi. C'est vrai que j'ai rien compris parce que t'as la langue de territoire. La langue de territoire, c'est tellement passionnant parce que c'est des lieux précis. On sait qu'il y a 36 sortes de neige. Il y a des sentiers. Dans le territoire, tu montes, puis il y a certains qui habitent
là où le saumon s'arrête. C'est-tu pas beau? Tu sais, là où les eaux se séparent, tu sais. Il y a des beaux noms de territoires comme ça. Puis je suis allée rencontrer ces gens-là qui habitent, tu sais, dans ces endroits-là, à l'ouest de la rivière ou à l'est de la rivière, la Mistachibu, justement, tu sais. Puis là, le territoire de mon grand-père s'appelle Fleur de mai. Il y a un nom aussi en Innu puis en français, tu sais, mais il est super pas beau, le nom en français. Mais c'est passionnant parce que la langue de territoire, c'est là où tu vas passer une rivière, tu vas tourner à droite, arriver à telle fourche, tu vas voir les montagnes qui ont un tel look, là, tu sais, puis c'est là. Fait que ça, c'est un mot, tu sais, pour dire une phrase complète. C'est un lieu. Il y a toujours là où il se passe quelque chose, là où il y a quelque chose en particulier. Fait que lui me racontait l'histoire de ça, d'une chasse au caribou. Et ce que j'ai su cette journée-là, c'est que le caribou qu'ils ont tué cette journée-là avait une grosse plaque sur le côté droit de son cou, comme une grosse plaie. En le ramenant au campement, le chasseur a dit « Allez me chercher Maninouish ». Maninouish était une guérisseuse, puis c'était elle qui faisait les médicaments, puis tout, la pharmacienne. Fait que là, Maninouish est arrivée, puis là, le chasseur a dit « C'est quoi ça? » Elle s'est mise à genoux, a commencé à tâter la gale, tu sais, le truc qu'il y avait dans le cou. Ben, elle s'est mise à le goûter. Elle a dit « Je sais exactement qu'est-ce que c'est. » Donc, les animaux qui vivent avec nous, ou que nous vivons avec eux, nous enseignent aussi comment se soigner. Fait que la cariboute a mâché quelque chose, a fait un cataplasme au caribou, et c'est devenu un médicament qu'on utilise encore aujourd'hui. N'est-ce pas fascinant? Oui. Ma culture me passionne de plus en plus. C'est peut-être mon âge qui s'avance et que l'horloge, tu sais, fait son bruit. Ouais. Mais ça me passionne au bout. Ouais, c'est clair. Mais tous ces mots-là qui sont aussi ultra spécifiques à la langue Innu, tu sais, un mot qui veut dire justement là où s'abreuve l'orignal, la Chouane, là où j'ai grandi. Tous ces mots-là qui sont vraiment spécifiques à ta culture, comment tu fais pour les traduire ou les exprimer en français? Tu vois, Mike Burns s'assoit sur la scène, puis ferme ses yeux, puis je voyage avec lui. Ma première inspiration, c'était lui, c'était sa langue, c'était le peu de mouvement qu'il faisait. Puis je me suis dit, un jour, si je deviens conteuse, je veux être comme Mike Burns, qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Ça a été ma première inspiration. Il y a François Lavallée qui me fascine. Il y a Simon Gauthier qui me nourrit dans mon... Tu sais? Il y a ça, c'est sûr, Michel Faubert qui, lui, a le même parcours. On a le même parcours parce qu'on va consulter les gens du village ou moi, c'est mes aînés, tu sais. Puis je reviens en ville, puis j'essaie de mettre toute mon histoire en une histoire, toutes des petites anecdotes, puis d'essayer de construire une histoire là-dessus. Fait que ça, je suis encore en balbutiement de chercher mes mots, où est-ce que je mets mon mot, mettons, Coche-de-Bachouette. Tu sais, Coche-de-Bachouette, c'est là où la rivière se déverse de chaque côté. Mais moi, je trouve ça beau, tu sais. Je regarde dans le dictionnaire, des fois, j'écoute ma cousine parler, puis elle me sort des espèces d'expressions, puis je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu sais? Moi, ma langue, je l'ai toujours entendue depuis mon enfance. Mais mes parents m'ont parlé français pour m'aider à m'intégrer dans le monde, tu sais. Quand j'ai commencé à écrire des chansons, la langue est sortie automatiquement. J'ai des mots,
Ninenun, le souffle chaud, tu sais, Ninenun. Je trouvais ça tellement beau. Des fois, j'écris des mots comme ça, puis je pars là-dessus. Je vais écrire une chanson, je vais écrire un poème que je cache dans le fin fond d'un tiroir, tu sais. Mais fait qu'il y a des mots comme ça qui viennent me chercher, qui m'inspirent. Fleur de mai, écoute, c'est-tu pas beau? C'est plus beau en français. Il y a des fois des mots, les mots sont plus beaux en français qu'en inou. Fait que je vais choisir qu'est-ce que je mets, comment je le raconte, comment je l'intègre. Il y a une question que j'avais envie de te poser, mais si jamais ça te tente pas, tu me diras, mais parce que je trouve que ce serait incomplet un peu de parler de toute cette beauté-là, de l'art, puis de la spiritualité, puis de la culture, Inou, sans toucher un peu la question de la réappropriation, parce qu'au final, je me demande, elle est où la limite ou la ligne entre encourager, soutenir, diffuser les artistes autochtones ou se réapproprier leur art, puis utiliser leur présence pour bien paraître en termes de diversité. Ils ont bâti un programme qui s'appelle Réconciliation. On parle beaucoup de réconciliation, vérité, réconciliation. Puis, tu sais, je me dis, souvent, ça me... il manque un mot entre ces deux-là. Tu sais, guérison, écoute, quelque chose comme ça pour avoir une certaine, pas reconnaissance, mais d'écoute et de compassion pour passer à une autre étape. Réconciliation, qui est fâché avec qui, là, tu sais? Fait que tout ça m'amène à penser de dire, OK, on est où? Aujourd'hui, les artistes, moi, ça fait, écoute, dans les communautés autochtones, il y a des artistes qui sont plus établis que moi, qui ont plus d'expérience sur la scène puis tout. Ces artistes-là viennent en ville, longtemps on n'a pas eu de place. Longtemps, la loi 101 nous a bloqués parce que moi, j'ai une langue, j'ai une culture, donc je chante dans ma langue, je parle dans ma langue et j'essaie de la garder vivante comme la majorité du monde francophone. Ouais. Fait qu'il y a cette espèce de barrière-là. Là, depuis quelque temps, on est pas mal à la mode. Fait qu'on nous invite un peu partout, puis là, c'est plus la coche, OK, on a invité une minorité visible ou une autochtone pour dire on a coché ça, puis on a rempli notre mandat, tu sais. Là, aujourd'hui, on prend plus de place, mais ça fait des années qu'on demande de... La culture est tellement belle, est tellement riche, on est millionnaire, puis je me dis, moi, là, dans ma vie, là, je veux juste des rencontres, des partages, des rencontres qui me passionnent là, dans tous les domaines artistiques. Tu sais, que ce soit autant au niveau de la scène que médiatique, que partout. Et je rêve de ce moment-là. Les jeunes, on a beaucoup plus d'auteurs-compositeurs d'après l'époque des Cashton. De plus en plus diversifiés. Puis il y en a beaucoup qui devraient être de plus en plus connus et aidés et appuyés pour, tu sais, montrer leurs œuvres au niveau canadien, québécois. Fait qu'il y a eu l'appropriation culturelle parce que chaque chose que tu rêves, que tu fais, qu'on a perdu, qu'on nous a enlevé, qu'on nous a arraché. Maintenant, après les histoires de pensionnat, il y a eu une espèce de grosse guérison de retour aux sources pour aller... Sans parler des histoires de pensionnat, les aînés, ma mère est retournée aux sources. Je m'appelle Katia, je suis une enfant d'une ex-pensionnaire. Je porte mon père qui est décédé l'année passée et pour lui, je me dis que je vais me battre pour embellir et ouvrir les portes, et pas défoncer des portes, mais ouvrir les portes pour dire « Yo, on existe! Faisons, ouvrez-nous, tendez-nous la main, on s'en vient, là. » C'est tellement beau, c'est tellement... Moi, je veux de la lumière partout dans ma vie, tu sais. Fait que pour ça, je suis connectée avec mes racines, je suis connectée avec ma spiritualité
et je m'en vais en ville pour dire « Voilà ce que je suis, voilà ce que nous sommes. » Et that's it. Faisons de la place, ouvrez-nous, faites-nous de la place partout, tu sais, parce qu'on est là. Encore et encore et toujours merci à Katia pour cette entrevue, puis pour la générosité avec laquelle elle m'a parlé, parce que c'était sans fin. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle me raconte autant d'histoires puis de récits à travers une entrevue. Ça arrive pas souvent, puis c'est vrai. Faut en profiter quand ça passe. J'ai presque le goût qu'on s'éternise pas à revenir sur l'entrevue puis qu'on vous laisse sur ses mots à elle, en quelque sorte. C'est à mon tour. Allô? Moi aussi, j'ai des choses à dire. Est-ce que c'est à mon tour? Je pense que c'est à mon tour. Alors, en écoutant l'entrevue avec Dania, il y a une phrase qui m'est venue et qui m'est restée. Puis cette phrase, c'est « Plus ça change, plus c'est pareil ». Parce que, de base, toute religion et tout texte sacré les accompagnant sont de nature bonne, dans la mesure où le message principal étant véhiculé est de faire le bien et the bottom line, just try and be the best human possible, right? The thing is, since forever, les religions et leurs textes ont été instrumentalisés et sont en fait encore aujourd'hui instrumentalisés d'une manière ou d'une autre afin de pousser un narratif. Partant de l'esclavage jusqu'à la colonisation, jusqu'à cet éternel débat/combat opposant à tout prix féminisme et religion. Tu sais? Et encore aujourd'hui avec la loi 21. C'est quoi le rapport? J'arrive, attendez-moi. Ce que j'entends par là, c'est que toute personne avec un minimum de pensée critique, je pense, est capable de discerner que le thème de la religion, dans ce cas précis, est instrumentalisé par l'État afin de pousser un narratif qui l'arrange. Fait que je pense que ce qu'on a l'habitude, ou ce que, mettons, l'histoire nous a démontré, c'est l'instrumentalisation d'une religion en particulier et des écrits afin de contrôler, plain and simple, une communauté, une population, des gens. Par contre, la différence ici, c'est que c'est pas une religion précise ou des textes, ou c'est le concept de la religion dans son entièreté qui est instrumentalisé pour pousser un narratif discriminatoire qui bénéficie la pensée québécoise blanche aux dépens de la pluralité des voix qui existent au Québec. Since forever. Déjà, let's start with the fact that le Québec n'a jamais été juste en français. Jamais. OK? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est arrivé? On peut poursuivre? OK, poursuivons. Sinon, dans un exemple de décision judiciaire que Dinah a mentionné, elle parle du concept d'imposer sa vision aux autres. Puis, perso, je considère que c'est l'un des problèmes le plus profond du Québec. Puis, perso, je veux pas trop m'attarder là-dessus, cause you know, Québec bashing. Tu sais, quand tu commences, c'est de la misère à arrêter, tu sais. C'est une blague. Le Québec bashing, ça existe pas, OK? C'est correct. Fait que, je vais donner 2 exemples pour appuyer ce que je dis avant de passer à autre chose. Puis, mon premier exemple, c'est l'espace qu'occupe le racisme systémique au Québec. Le Québec tient tellement fort à son image d'innocence et de bienveillance par rapport aux inégalités systémiques raciales qui va aller jusqu'à nier les preuves les plus tangibles afin de pousser ce narratif. Puis, ce narratif va être relégué par les médias mainstream, les médias de masse, ce qui va contribuer à l'aveuglement volontaire de la population en général. Ça, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple est le nationalisme québécois. OK, wait a minute, on se calme, assoyez-vous, OK, j'ai pas fini. De revendiquer son identité, sa langue, en tant que minorité dans un Canada anglais. Maintenant, la discrimination que les Canadiens français ont subie de la part des Anglais n'est pas quelque chose d'inventé, puis c'est pas quelque chose de discutable ou de genre débattable. It is a fact. Les Canadiens français se sont fait discriminer par les Anglais.
but hard pill to swallow. C'est un débat et un combat de colonisateurs. Rien de plus. Les Québécois n'ont pas plus de droits sur cette terre que les Anglais parce qu'ils sont venus coloniser en premier. You know what I mean? En tout cas, je sais que je me suis éloignée un peu de la question de la relation entre religion et féminisme, mais tout ça pour dire que l'enjeu que représente cette question par rapport au féminisme et la religion est un enjeu qui s'étend au-delà de ça. La chose sur laquelle je voulais vraiment m'attarder est l'entrevue avec Katia Roque. I honestly do not have words to express how hearing her talk about her culture and her ancestors made me feel so good and seen. Honnêtement, je pense qu'entendre cette femme parler dans sa langue natale est l'une des plus belles choses que mes oreilles n'ont jamais entendues. Puis, en écoutant l'entrevue, j'ai legit juste fermé les yeux. Puis, j'ai couché ma tête. Puis, j'ai écouté. Puis, ce qui est fou, c'est que depuis un petit moment, tu sais, je pense beaucoup au lien entre mes ancêtres et les ancêtres autochtones. Puis, pour vrai, la quantité de choses que Katia a nommées, qui fait aussi partie des croyances ancestrales africaine, it's just crazy. Mettons, l'importance des aînés, la place qu'occupe le conte dans la transmission des savoirs et comme partage d'intimité, le rêve. Oh my God, le rêve est un des éléments cruciaux du vaudou, car c'est par le rêve que le guinéen, qu'on l'appelle, qui fait référence aux esprits, une façon de nommer tous les esprits en même temps. C'est comme une façon de dire les ancêtres, but for the spirit world. Puis aussi, pourquoi il s'appelle le guinéen, c'est parce que tous ces esprits-là vivent dans une dimension au Guinée. Puis en écoutant cette entrevue, ça m'a amené à reconfirmer que le rêve, le conte, les ancêtres, la magie est une question d'instinct. C'est quelque chose que j'ai approfondi dans l'épisode 10, fait que je vais m'arrêter là-dessus, mais je vais conclure en témoignant de l'importance de connecter avec ses ancêtres, de connecter avec une sagesse plus grande que nous, puis qu'on y ait accès ou pas, puis ce que j'entends par là, c'est que d'être capable de monter son arbre généalogique, c'est un privilège que la majeure partie des personnes noires n'ont pas accès, que slavery. Mais c'est pas pour autant que ses ancêtres sont pas là. And at the end of the day, que ce soit par une spiritualité indépendante de la religion, par l'entremise d'une religion ou encore par une pratique provenant d'un amalgame de choses, the important part is connecting with this higher wisdom. This connection is highly intimate and for most cases, private. Alors, d'imposer que le féminisme et la religion ne peuvent pas aller de pair, c'est un peu comme bafouer la spiritualité en soi, cause like, who are we to say so, really? Donc là-dessus, je vous laisse. Et vous connaissez la chanson, si quelqu'un s'est senti inconfortable à un moment ou à un autre, ou juste a eu des questions, s'est dit « mais je suis pas sûre de comprendre ce qu'elle dit, là, puis j'aimerais ça comprendre », ben tu peux prendre rendez-vous avec moi through your Black best friend, JK Peace. Bon, ben merci à Myriam Gabrielle-Archin de nous avoir coupé la parole, encore une fois. On apprécie. C'est ce qui conclut cet épisode de Tout Pantoute. Merci beaucoup à Katia Roque et à Dania Suleiman pour les belles discussions et les beaux apprentissages. Cette exploration puis ces réflexions au sujet des croyances, c'est juste une petite fenêtre ouverte sur un monde encore plus nuancé, complexe et vivant que ce qu'on a eu le temps de présenter aujourd'hui. On espère avoir contribué à vos réflexions sur ces thèmes.
On va revenir dans 2 semaines avec notre dernier épisode de la saison Estique, pouvez-vous croire? Pas nous autres. Dans cet ultime épisode de la saison, Laurie va nous parler d'occultisme, de divination et de magie féministe et queer, puis elle nous présente une entrevue avec Myriam de Gaspé et Maryse Andraos sur l'astrologie et le queerness. Oh oui! Mais j'ai un beau programme. D'ici là, on aimerait ça savoir, est-ce que vous croyez en Dieu? Si oui, est-ce que vous êtes tanné de vous faire prendre pour une personne pas en pleine possession de son féminisme? Puis sinon, est-ce que ça vous manque des fois de croire en quelque chose? Moi, je pense que oui, des fois. On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, puis on est sur Instagram puis sur Facebook, puis on a même un courriel, toutoupantoute@gmail.com. Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs si ça vous tente. On est pleine de bonne volonté, mais on sait bien qu'on n'est pas à veille de la perfection. Et si vous avez un talent, une expertise, une passion que vous aimeriez répandre à tout vent comme si c'était la bonne nouvelle avec des majuscules pis tout, écrivez-nous. On sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre ça à map, mais on veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Help! SOS, please, please! Merci beaucoup à Myriam Gabrielle Archin pour son segment plus que rafraîchissant. Merci à Élise Vendée pour les brand new jingles avec Christelle Saint-Julien à la harpe et Henri June pilote aux percussions. Merci à Marie-Frédérique Gravel pour le mixage et mastering des jingles. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Cassandra Cachero pour les photos. Marin Blanc pour le graphisme. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage et à Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci Ève-Laurence Hébert pour la coordination. Merci Mélissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. Merci Émile Perron et Katharina Villard-Morin pour notre site web. Merci à Émilie Duchesne pour la transcription des épisodes. Merci au Conseil des arts du Canada pour son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye! Bye!